Bonjour à tous, on se retrouve à Murat, vraiment dans la ville, à un endroit découvert il y a à peu près 5 minutes pour ce tournage. Aujourd'hui, je suis avec Gianmarco Parodi et on va discuter ensemble de tout ce que tu fais. Merci d'avoir accepté de Non, répondre à merci à quelques vous. questions. C'est plaisir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour commencer? Bah oui, donc je viens de l'Italie. C'est pas un petit village, en fait, c'est une grande ville, mais ça ressemble à un petit village qui s'appelle San Remo. C'est juste sur la rivière, c'est à côté de Ventimille, donc sur la frontière avec la France. C'est un village qui a donné naissance à beaucoup des artistes, beaucoup des auteurs, surtout à un auteur très, très fameux en Italie, qui c'est Italo Calvino, qui a écrit beaucoup des histoires qui sont aussi traduites dans le monde. Et c'est ça, mon travail, ça bouge surtout dans ce dernier moment sur l'œuvre de cet artiste-là. Après moi, pour ce qui me concerne, j'écris des romans, je suis un écrivain, poète, je donne des cours d'écriture en France et en Italie, Paris, San Remo, etc. Et je travaille pour des écoles d'écriture, des ateliers, etc. C'est une bonne présentation? C'est parfait pour commencer, on a tout ce qu'il faut pour la suite des questions. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment un peu tu as commencé justement dans tout ce qui était écriture? Est-ce que tu as de la famille avant qui était aussi artiste, je sais pas, écrivain? Comment ça est venu ce métier, cette passion? Bah, c'est une question que je me pose souvent, je ne me souviens pas. Je pense qu'en plus c'est un représailles vers mon père, parce que lui, il est guitariste, donc tout à côté, c'est sur la musique. Et je voulais jamais apprendre à jouer la guitare, donc j'ai commencé à utiliser le stylo. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Je demande pardon à mon papa, je ne suis pas embêté avec lui. Mais je trouve que la façon de m'exprimer avec les paroles, c'est la. Comment dire, c'est la voie plus rapide et plus facile pour me poser des questions et pour ne pas me donner de réponses. Donc des questions sans réponse. Sans réponse. Ça peut être frustrant. Oui, parce que si tu mets un point à la fin, c'est fini l'histoire. Oui. Et comment tu... C'est quoi ton type justement d'histoire? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu t'inspires? J'ai commencé avec des romans de fantasy, presque un petit peu un monde fantastique, qui se bouge, dans des endroits réels, un petit peu comme ici, comme Murat. Moi, j'arrive je disais avant, j'arrive dans un village qui est sur la rivière, mais dans les arrière-pays, il y a beaucoup de paysages comme ça, faits de pierres, de bois. Il y a un petit village qui s'appelle Triora, qui c'était le théâtre d'un des plus grands procès d'inquisition vers les sorcières. Et donc, j'ai commencé à écrire sur ces sujets-là. Et j'ai continué avec un petit peu avec la fantaisie. Après, je suis grandi, j'ai changé un petit peu les arguments, mais un petit morceau de magie, je la garde toujours dans mes histoires. Ça me plaît. Et du coup, tu t'adresses plutôt à... Est-ce que c'est des livres, on va dire, pour les adultes? Est-ce que c'est... Je cherche, je cherche de parler un petit peu à tout le monde. C'est vrai que je préfère te parler avec des petites voix, donc des enfants, des adolescents. Je sens qu'ils sont plus proches de moi. En fait, je suis encore un petit peu adolescent, mais ça c'est bien. Il ne faut pas le perdre. On n'a pas dit ton âge en plus, donc on sait pas. Ah, mais non, là, il ne faut pas le dire, hein, parce que. Secret. Et comment t'as démarré, on va dire, tes premiers, je sais pas, romans, même à publier? Comment ça se passe? Je sais pas si en Italie c'est le même système qu'en France, mais j'imagine que ça pourrait être similaire. Comment on publie son premier livre, son premier roman? C'est un monde très difficile, c'est un endroit très serré, mais je me suis dit, je commence à écrire, après quelque chose il passera. Et c'est ça que je dis surtout à mes élèves. Il faut faire un effort, il faut avoir de la patience, de la tempérance, et après c'est tout remis à la roue de fortune. On ne sait jamais. Mais la roue de fortune, elle peut tourner d'un moment à l'autre. Et c'est ça qui s'est passé pour moi. J'avais un roman que j'ai mis 10 ans pour l'écrire.
c'était un grand travail, c'était un grand travail des souvenirs, des sensations de mon enfance, mais il restait beaucoup de temps arrêté là. Et un jour, j'ai décidé de l'envoyer à un concours littéraire italien, que c'est un concours très important. Sans chance, je l'ai envoyé comme ça, j'ai dit bon, c'est fini. 10 ans de travail, mais c'est fini. Je l'envoie, je vais l'oublier. Et la route de fortune a tourné. Donc du coup, tu l'envoies à ce concours et c'est le jackpot de la roue de la fortune. Oui, c'est passé que ce roman-là, c'était encore inédit, c'était encore comment dire, un brouillard. C'était sélectionné il y avait presque 1000 participants. Et moi, je suis passé dans les premiers 10. Je ne le croyais pas, ce jour-là, j'étais fou de joie. Et après, les maisons d'édition, ils ont commencé à s'intéresser à cette histoire-là. Et j'ai commencé à leur raconter, etc. Et après, j'ai signé mon premier contrat avec une grande maison d'édition. Et maintenant, je vais un petit peu pour le monde raconter cette histoire-là. Pas seulement ça, aussi les autres, ceux-là que j'ai écrits en avance. Mais je suis très content de sa chance que j'ai eue. Ouais, j'imagine qu'une fois que le premier est lancé, si ça fonctionne, après, pour ceux d'après, c'est un tout petit peu plus simple peut-être à faire publier. Oui, c'est une marche que tu montes et après l'escalier va monter. La difficulté, ça va augmenter. Bah, Mais on est en bas de l'escalier, on est oui. on n'est pas très haut, mais, petit à petit, on va monter. Et comment tu... Est-ce que tu as des manières, je sais pas, particulières, un petit rituel, quelque chose pour écrire tes histoires, tes livres? Est-ce que tu te forces à les écrire? Est-ce que ça vient parce que tu es à Murat, par exemple? Oui. Tu sais que c'est sympa cet argument-là, mais je trouve que pour moi, hein, je ne sais pas les autres auteurs, ce soir après on va faire un petit peu de débat avec un autre auteur, on verra que c'est laquelle est sa technicienne, mais je trouve que plus je suis dans un endroit beau, et plus ma fantaisie ça marche moins. Ça veut dire que plus il y a de beauté, et plus je dois moins faire l'effort d'inventer de la beauté. Tu connais Stephen King, c'est un grand écrivain, non? Et lui, quand il était jeune, quand il était encore debout, il écrivait ses romans dans le sous-sol de sa maison, à la cave, devant le mur blanc, pour s'efforcer à inventer le 100% de ses histoires. Et un petit peu, ça passe aussi pour moi. Et en fait, mon bureau, c'est vers le mur, parce que oui, j'ai la mer au dehors de la fenêtre, mais sinon je passe mon temps à regarder la mer. Oui, donc finalement rêver comme tout, comme tout le monde. Et du coup, tu as dit que tu t'inspirais parfois un petit peu de ce que tu avais eu dans ton enfance, etc. Donc tes livres, ils sont plutôt... Est-ce qu'il y a toujours une part de réel ou est-ce que c'est totalement fictif ou est-ce que tu essaies quand même de lier des choses Il y a toujours une part de réel, mais ou pour une question de protection sur mon personnel, ou pour une question de fantaisie quand même, parce que c'est très difficile de raconter le réel. Les mémoires, je pense que c'est la fiction, parce qu'en fait aussi les mémoires c'est des fictions. Parce que quand tu te souviens quelque chose, forcément ta mémoire, il va fauter. C'est juste fauter comment oui, je pas le mot non plus. Oui, c'est ça, c'est faussé. Voilà. Faussé, voilà, merci. Quand même, il va changer quelque chose parce qu'on n'est pas capable d'enregistrer tout ce qu'on vit. Et donc, c'est toujours de la fiction. Je cherche des personnages qui ça me ressemblent. Mon avant-dernier roman, qui s'appelle Pas tous les arbres, c'est un roman qui prend place, qui commence à San Remo. C'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui va perdre son père dans un grand feu dans la forêt. Mais elle l'a convaincu, il s'est mis dans la tête que lui, il n'est pas mort, il est passé en autre vie, il s'est transformé en quelque chose de différent, un arbre. Et donc il s'échappe de la maison, il va le chercher dans les forêts de France.
tout le monde, dans les présentations, etc., dans les événements, il me demande, mais est-ce que c'est ton histoire? Est-ce que c'est toi? Il y a des personnes aussi qui me disent, je suis désolé pour ton père. Mais il fait, non, non, mon père, il est là, il est en première file. Donc, oui, tu prends quelque chose de la réalité, mais tu le bouges un petit peu dans la fiction. Aussi pour protéger, mais aussi pour avoir plus de possibilités d'invention. Je ne sais pas si la réponse était exhaustive, mais... Moi, si, c'est assez clair. Je pense que du coup, enfin, c'est bien là la différence entre aussi le fait que tu fasses de la fantasy, peut-être des personnes qui font des romans plus, enfin, pas classiques, mais dans le sens où ça pourrait être beaucoup plus réel sur une histoire Ouais. déjà vécue. Mais non, c'était parfait. C'est parfait. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'autres choses que tu fais aussi. Donc, tu as dit que tu donnais des cours et tu fais aussi des randos littéraires, des promenades narratives. Et ça, je ne connaissais pas tellement le concept. Je pense que peut-être ceux qui écoutent ne connaissent pas forcément non plus, mais je sais que maintenant, on a beaucoup de choses à écouter, justement, même par les écouteurs, des choses comme ça. Tu peux nous parler un peu du concept et peut-être ce que ça t'apporte ou ce que tu t'aimes donner aux autres en faisant ça, justement? Oui, je me suis aperçu que en façon expérientielle de raconter une histoire, ça arrive mieux. Je te fais un exemple. Alors, à l'école, tout le monde va prendre l'histoire avec la H, la grande H. Et donc, on va lire le livre, on va lire de Napoléon, on va lire de la préhistoire, mais personne ne touche ce genre de matériel-là. Et parfois, il y a des moments qu'à l'école, ils te donnent la possibilité de voir des films ou d'y aller sur les endroits, les places où ils sont passés des batailles, etc. Plus la chose est expérientielle, et plus tu vas toucher avec tes mains ce qu'il est passé. Parce que raconter des histoires, c'est juste dire des mots, c'est juste de faire, comment dire, de raconter des faits qui sont passés. Mais là, ça ressemble, pour moi, ça ressemble que raconter que des faits, c'est pas tellement évident. Je préfère d'amener les gens sur les endroits où les histoires prennent forme. Et avec ce projet-là, c'est mon dernier livre. C'est pas un roman, c'est plus un essai, mais un essai narratif. J'ai fait une promenade dans ma ville, qui c'est San Remo, et je vais toucher tous les coins que ce écrivain-là, que je disais avant, Italo Calvino, il a pris pour le transformer dans ses romans. Donc, peut-être cet escalier-là, c'est rien, c'est juste l'endroit où on se pose pour parler aujourd'hui. Mais demain, ça peut passer que sur ces escaliers-là, quelqu'un pourra vivre une histoire. Et ça serait beau d'amener les gens à voir le vrai matériel où les histoires prennent forme. Et l'expérience de faire des randos littéraires, de raconter les grands auteurs, ou même de raconter mes romans, aussi dans le petit village de l'arrière-pays de San Remo, où j'ai raconté mon premier roman. J'aime bien aussi toujours d'amener les gens à faire des promenades dans les ruelles en lisant des morceaux de mes romans. Je pense que c'est plus émouvant, je pense que c'est plus réel. Voilà. C'est ça la différence de lire le livre d'histoire ou de voir le film. Et du coup, tu aimes bien, quand tu fais par exemple ces randos, etc., donc c'est toi qui lis tes propres textes ou est-ce que c'est d'autres personnes? Parce que je ne sais pas si tous les auteurs aiment justement relire ce qu'ils ont écrit ou des choses comme ça, donc je trouve ça intéressant comme... Ah, ça c'est un point noir pour moi. Donc, d'habitude, j'aime pas que les autres lisent mon texte. Mais ça, c'est juste une chose très selfish. C'est juste parce que je donne la juste intonation, je donne le juste rythme, etc. Mais dans les derniers moments, j'ai changé d'avis et j'ai dit, c'est quelqu'un d'autre va lire mon texte parce qu'en fait, à la maison, quand tu achètes un livre, tu vas le lire avec ta voix dans ta tête, non? Et le livre que tu vas lire, ça devient ton livre, avec ton intonation, avec ta voix, avec ta imagination. Hier soir, j'ai lu un morceau
la conférence qu'on a fait hier soir, j'ai lu un morceau d'Italo Calvino qui se base à San Remo, mais tout le monde, il ne connaît pas San Remo, forcément, quelqu'un oui, mais tout le monde, il a quand même imaginé ce lieu-là. Donc, je préfère le lire moi-même, mais quand il y a quelqu'un qui lise des morceaux de mes livres, maintenant je suis content. Je fais la paix avec ça. Je suis plus content parce que je sens que mon livre va se transformer dans le livre de sa personne-là. Okay. Bon, donc du coup, on est rentré parce que petit problème technique de caméra au soleil, mais vu qu'on parlait avant de randonnée, de balade, etc., bah, on vous fait visiter en même temps au cours de cet épisode. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de tes livres que du coup on a maintenant sous vos yeux pour vous présenter un peu plus en détail? Oui. Donc, ça c'est mon dernier, c'est celui que je racontais avant. Donc, c'est la promenade inventée dans ma ville sur tous les lieux de l'écrivain Italo Calvino. C'est les lieux qu'il lui a pris pour inventer ces histoires qui sont traduites dans tout le monde et donc sont devenues universelles. Et la question que je me pose dans ce livre-là, c'est comment c'est possible que ma place, cet arbre-là, l'école, qui sont des lieux pour moi qui sont des lieux familiales, sont des lieux quotidiens. Comment c'est possible que la littérature, ça les rend tellement universels? Et donc, la réponse, c'est que ce n'est pas en fait le lieu qui fait l'histoire, mais c'est l'histoire qui rend le lieu universel. Parce que, en fait, tout le monde, il a dans la tête, dans son cœur, un arbre, une place, un bâtiment, une école, je ne sais pas, même un sentier de montagne. Et même en lisant Proust, on n'y va jamais sur le lieu de Proust, mais cette histoire-là, c'est une grande histoire, hein? Ça dure beaucoup, hein? Mais quand même, tu peux quand même imaginer des endroits. Tu vas les remplacer avec tes endroits. Et c'est ça l'opération que la littérature fasse. L'objectif, ce n'est pas de raconter un endroit local. C'est ça que les écrivains locaux, ils vont faire souvent. Et selon moi, c'est une chose un petit peu réductive. Les écrivains locaux, moi je suis un écrivain local, je parle toujours de mes lieux du cœur dans mes histoires. Je fais aussi l'erreur de les raconter comme ces lieux-là, c'était les plus importants du monde. Oui, c'est vrai, pour moi, ce sont les plus importants du monde. Mais je me suis aperçu que quand quelqu'un va lire mon livre, même quelqu'un qui n'habite pas ma ville, qui n'a jamais vécu dans ma ville, qui n'a jamais entendu parler de ma ville, il va quand même imaginer quelque chose. Donc, c'est mieux de laisser majeure place à l'imagination des gens plutôt que forcer à raconter forcément ce lieu-là. Et c'est ça l'opération qu'il a fait, ce grand écrivain, Italo Calvino, en faire devenir, ne dire jamais le nom de sa ville-là, mais nous qui on est de San Remo, on va reconnaître forcément les endroits. Il a rendu universel un morceau d'Italie qui en fait c'est très local, c'est très petit aussi, c'est très serré. Et ça vient avant. Ça c'était carrément le roman de lequel je t'ai parlé avant. C'est Marov de Fortune, cela. Et c'est en français pas tous les arbres. En fait, j'espère que petit à petit, quelque chose ça bouge aussi sur la question des traductions parce que c'est pas trop évident de traduire un roman italien en français, même si ça parle aussi de la France. En fait, ça parle de la frontière, etc. J'espère aussi que pour le public français, bientôt, il y aura une traduction. Et ça, c'est le roman qui m'a donné la chance d'avoir un contrat avec une grande maison d'édition, de faire un grand tour en Italie et pas seulement en Italie, et qui m'a mené jusqu'à Paris. Quand j'ai fait ma première présentation à la fête du livre de Turin, que c'est la plus fameuse de l'Italie, il s'est présenté une dame et m'a dit « Bonjour, moi je suis la propriétaire de la librairie italienne de Paris. Est-ce que vous avez envie de venir le présenter aussi à Paris ?» J'ai dit, bon.
mais c'est écrit en italien. Ah, il n'y a pas de souci, nous, on va inviter des auteurs italiens, etc. Tu peux venir et pour nous, ça sera un plaisir. Et donc, oui, je suis parti pour Paris. J'étais là-bas à raconter cette histoire-là. Et après, je me suis aperçu que cette ville, cet grand village, en fait, Paris, il avait quelque chose de très, très commun avec ma petite Saint-Rémy. Maintenant, je ne commence pas à te raconter parce que sinon, Ah, bon je vais bah, raconter tous les il livres. faudra lire le livre pour savoir. Parce que là, je pense que ça a intrigué beaucoup de personnes. Ouais. Les Parisiens vont se demander les points communs. Mais là, c'est la faute de ce roman-là qui m'a mené jusqu'à Paris et donc je suis resté. Je suis resté là à vivre. Le français, la traduction devrait arriver si maintenant tu vis à Paris, tu vis en France. On va essayer. Et du coup, tu écris aussi de la poésie. Je pense que j'ai dans mes recherches. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais en poésie, ce que tu aimes par rapport au roman peut-être ou... Oui, la côté de la poésie, c'est une chose très particulière parce que j'ai jamais publié rien en poésie, mais j'ai inventé un collectif de poètes locaux chez moi à San-Remo. Je travaille beaucoup sur la poésie, j'écris beaucoup de poésie, mais c'est plus une chose personnelle. C'est plus une chose de, comment dire, à l'instant. C'est un truc que tu prends à emporter et tu manges tout de suite. Les romans, c'est un grand repas de Noël. Il faut le préparer, il faut tous les inviter, les personnages, il faut tout bien mettre en place la table, il faut tout inventer l'endroit, il faut tout bien ranger. En même temps, la poésie, c'est autre chose, c'est prêt. Et quand j'ai des émotions un peu plus fortes, c'est là le moment que je me sers de la poésie. Je peux avoir juste un morceau de papier au mur, ou même mon téléphone. C'est bon. Mais la poésie, elle est prête pour te prendre dans ses bras. Et aussi la poésie, je pense qu'à différent de la partie de ma vie que c'est concernant les romans, la littérature, la poésie, ça m'amène beaucoup plus à connaître des gens, à toucher l'être humain. C'est passé que dans mon période parisienne, c'est beau de dire mon période parisienne comme les vrais écrivains, non, de 1900, un jour j'ai acheté une machine à écrire, une ancienne machine à écrire au marché des Pousses de Saint-Ouen et je me suis mis sur le pont des Arts à écrire des poèmes pour les gens qui passaient, comme ça, exprès. Jusqu'en regardant comme ça, raconte-moi quelque chose de ta vie, dis-moi un mot, dis-moi une couleur, dis-moi ce que tu veux. Et je me suis forcé à écrire à l'instant, sur le moment, des poèmes pour les gens qui passaient. C'était une belle expérience parce que là, j'ai connu plein de gens, mais surtout, j'ai travaillé sur des peurs d'effacer les gens, sur des peurs de s'exprimer, sur la peur d'être au milieu du public, que c'est pas, comment dire, c'est pas un stage, c'est pas une présentation officielle où les gens viennent exprès pour t'écouter, comme je peux faire pour les romans. Là, je me place au milieu de la scène, à côté de la scène. En français, on commence à faire des jeux de mots, ça me plaît. Hein. C'est bien, bah, pour la poésie et tout ça, c'est bien. Oui. Et donc, être au milieu de la scène, et tu sais pas qu'est-ce qu'il peut passer, tu sais pas c'est quelle la personne qui se présente à toi, et tu sais pas qu'est-ce qu'il va sortir de ton cœur. Mais j'ai vécu beaucoup de beaux rencontres et de beaux moments. Donc là, la poésie, c'est un peu plus la partie émotionnelle. Et du coup, même si bon là tu l'avais partagé un peu du coup à du public, enfin on va dire des passants, c'est quelque chose que tu aurais envie pas peut-être de publier un jour. Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que tu veux garder, que ça a l'air un peu plus spontané comme tu disais de... Je sais pas parce que je me sens jamais prêt. Et aussi c'est un truc tellement personnel que je sais pas encore. J'aurais envie. Peut-être ça sortira quelque chose en premier en France qu'en Italie, on ne sait jamais. Mais je ne sais pas. Je laisse Lazare à la robe de fortune.
On verra ce qu'elle nous dit. Mais c'est marrant que tu dises que, enfin, d'être jamais prêt pour la poésie. Alors, il y a peut-être plein d'autres standards qu'il n'y a pas en roman, non, enfin aussi, mais par exemple, un roman, je pense que ça doit être très dur aussi de terminer et de dire c'est fini, on le publie. Enfin, je sais pas si toi, il y a un truc qui te fait dire que c'est bon, c'est fini, ou est-ce que au contraire, c'est juste que à un moment, faut y aller, donc t'as pas le choix. Non, c'est l'éditeur qui te l'enlève de la main et te dit c'est fini. Il faut l'imprimer. Non, mais je dois encore corriger un truc. Non, c'est fini. Ok. Bon. Et tu le laisses partir pour le monde. Je dis, je ne suis pas sûr de ça. Mais en fait, on n'est jamais sûr. Même les peintres, si vous demandez, je parle aussi avec des peintres souvent, ils me disent là, pour maîtriser vraiment l'art, ce n'est pas de la savoir-faire, mais c'est de savoir quand il est arrivé le bon moment de s'arrêter. Parce que là, quand tu dépasses ce point-là, peut-être tu vas abîmer le message que tu étais en train de dire. C'est plus facile de rajouter plus que s'arrêter. Et donc, oui, il arrive le moment où tu dois t'arrêter, mais j'ai appris que quand le roman il sort dans le monde et quand les gens ils commencent à le lire, après, il vient plein de gens qui te parlent et il va retrouver des significats que même toi, tu ne savais pas. Il a dit, ah oui, tu as écrit ce truc-là, mais c'est un bon message, cela. Et tu dis, ah, je n'ai jamais pensé à ça. En fait, c'est moi qui je suis l'auteur du livre. Après, devant le public, tu dis, ben oui, en fait, oui, c'est évident. Ça, ils vont savoir. Hein, ouais, c'est évident. Mais c'est ça la beauté. C'est ça que dès que ton livre sort, c'est plus ton livre. C'est comme un fils. C'est pas à toi. Ça devient un individuel. Ça devient une personne soi-même. Et la plus grande liberté et le plus grand terreur, c'est de le laisser partir. Parce qu'après, les gens, ils sont capables de rentrer dans ton histoire et de mettre ces graines. Et là, c'est la magie. Ça fait peur, mais c'est magique. Du coup, est-ce que tu as des conseils ou des choses, toi, qui t'aident soit dans l'écriture ou dans le fait de, je sais pas, d'accepter un peu ce que tu disais, de lâcher le livre à d'autres personnes. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'aident à... Des conseils pour des autres personnes qui vont écrire. Peut-être qui écrivent ou qui veulent, mais qui ont peut-être peur aussi justement de lancer leur premier livre. Il y a un beau mot que j'ai appris en France. Il n'y a pas encore une perspective très précise en italien. Je ne sais pas le traduire, mais c'est le concept de lâcher prise. Sur mon ordi, c'est un ordi très vieux, c'est de 2006, mais je ne vais pas le changer parce que j'ai l'impression que si je change l'ordinateur, j'arrête d'écrire. Mais sur mon ordinateur, j'écris avec un crayon blanc. Ça sera toujours imparfait. Et donc, ça sera toujours imparfait, oui, ne te fais pas des soucis, laisse-le partir. Mais en plus, si ça sera toujours imparfait, bouge pour rechercher aussi une sorte de perfection, en façon de dire les choses au mieux que tu peux, au maximum de tes possibilités. Je n'ai pas de conseils parce que je déteste les conseils des écrivains. Parce qu'en fait, chaque écrivain, comme chaque personne, est différent. Et l'expérience que tu peux avoir dans ta vie, c'est différent de l'expérience que peut avoir une autre personne. Donc, les conseils sont toujours bien acceptés, mais il faut toujours toucher sur sa peau ce qu'il est l'expérience. L'unique chose que je peux dire, pour moi-même, l'unique façon d'écrire, c'est écrire. Pratiquer, toujours. Parce que la peur d'écrire, ça peut être plus dangereux
qu'elle a peur d'écrire des choses mauvaises. Ça sera mieux pour moi d'écrire des choses mauvaises plutôt que rien écrire. Et en fait, là, tu vois 2 romans ici, mais la vérité est que ça sont les résultats de plusieurs romans qu'ils n'ont pas réussi à avoir la fin. Et donc, il faut toujours essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne pourras jamais gagner. Donc finalement, tu donnes pas de conseils, mais c'est presque des conseils que tu viens de dire. On va couper ça. Alors j'ai mes petites questions. Alors je sais pas si t'aimais pas les conseils, peut-être que les définitions non plus, mais du coup ma question ce sera quand même celle-là. C'est qu'est-ce que c'est pour toi la définition de la vie d'artiste, ou qu'est-ce que c'est un artiste si tu devais le définir? Et là, c'est difficile parce qu'après, on tombe dans les clichés. Mais ça peut être juste pour toi, comment tu le perçois. Avant de réussir à gagner ce travail-là, et je dis gagner parce que j'ai fait plusieurs efforts dans ma vie pour arriver à faire ça. Moi, je le savais quand j'étais enfant, je voulais écrire. Tu m'as posé la question avant et je n'ai pas répondu. J'avoue. mais j'ai fait beaucoup d'efforts. Et avant d'y arriver à faire ça, avant d'avoir la possibilité de bouger pour le monde, de raconter mes histoires, j'ai fait plein de travail, plein de boulot. J'ai cherché plein de jobs. Je pense qu'un artiste doit être quelqu'un qui a sa vision du monde. Chacun il a sa vision du monde. L'artiste il est capable de la transmettre aux autres. Mais pour la transmettre aux autres, il faut forcément que tu es capable de maîtriser de la matière. Les peintres ils sont capables de maîtriser les couleurs, le matériel, les sculpteurs aussi, les écrivains, les paroles. Pas seulement ça. La matière, c'est aussi... Maintenant, je vais un petit peu en haut. C'est la matière humaine. Et la matière humaine, tu vas l'apprendre quand tu sors dans le monde. Oui, les clichés des artistes bohémiens, les clichés des artistes un peu fous, un peu dehors du monde, non? Oui, c'est beau, c'est charmant. Mais en réalité, je pense que plus tu restes dans le monde, plus tu as la possibilité de te faire régaler du monde. Et donc, tu as la possibilité de le raconter mieux, de mieux le vivre et de mieux le traduire à travers tes yeux pour donner les autres ta impression de la vie. Ma vie d'artiste, ce n'est pas forcément une vie bohémienne, non. Je fais de la piscine, je fais du vélo, je vais à la mer. Ça me manque un peu la mer ici, mais c'est bon, quand je suis à Paris, ça me manque beaucoup. Il y a beaucoup de pluie, donc là, ça m'énerve un peu, mais c'est bon. Jamais oublier les parapluies à Paris. Oui. Ça, c'est un conseil d'artiste. Et après, il y a des moments, je peux être au milieu des gens, au milieu d'un événement, ou peut-être tout seul dans ma chambre. Il y a des moments où il s'ouvre quelque chose, où j'entends un mot, où j'ai envie juste de décrire quelque chose. Mais sans l'expérience d'être dans le monde, l'artiste qui reste dans sa tour d'ivoire, c'est dit en français? Oui. La tour d'ivoire, selon moi, c'est un petit peu une légende. Parce qu'il faut que tu touches ton matériel, que tu dois te sentir à l'aise avec ton matériel. Et le matériel de chaque artiste, c'est le matériel humain. Il ne faut pas s'éloigner de ça. Et bon, donc pour moi, une vie d'artiste, c'est une vie dans le monde. Avec des moments de flânerie, un moment de solitude, un moment de concentration, oui. Mais
il faut se mouiller ses mains dans le monde, c'est ça. C'est ça. Il faut se rendre sale du monde. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir permis de visiter un peu dehors, un peu dedans pour cet épisode. Je mettrai tous tes liens vers ces livres, même s'ils ne sont pas encore disponibles en français, mais si jamais ça parle italien, on ne sait pas. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner aussi pour suivre tous les prochains livres. Merci beaucoup. Merci à vous.